Alors, j'ai 15 minutes pour vous exposer ce sujet effectivement récurrent, mais qui devient sans doute encore un peu plus problématique qu'il ne l'a déjà été. Alors, une rapide présentation des membres de la table ronde avec une répartition sur les différents représentants qui ont pu contribuer. Alors, la présentation, j'espère que les titres vont pas tous être écrasés comme celui-là. Peu importe. Le contexte peut, par certains côtés, être alarmant, puisque si l'on reprend le rapport, alors c'était 2025, sauf erreur du LEM, sur le déploiement des essais cliniques en Europe notamment, la France se place dorénavant au 3e rang en termes de nombre d'essais ouverts, mais 3e rang assez loin, pour pas dire très loin derrière l'Espagne, qui culmine en tête avec près de 800 essais ouverts en Espagne. Et le dessin d'à côté rend les choses encore un peu plus alarmantes, puisque l'Europe n'est que 3e au monde en termes de recrutement dans les essais, loin derrière, notamment l'Asie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, l'Asie, ça va être un petit sujet en termes d'accès, compte tenu des événements en cours. Néanmoins, l'Asie est très, très, très loin devant en termes de réalisation et de mise en œuvre des essais. Et vous savez que finalement, la possibilité de mettre en œuvre un essai sur un territoire, c'est aussi assez régulièrement la possibilité, ou en tout cas une façon d'ancrer dans le futur marché local le nouveau médicament. Et donc il y a des enjeux pour les patients, il y a des enjeux pour les industriels qui, de manière évidente, sont importants. Alors, qu'est-ce qui permet d'expliquer ces éléments relatifs à l'Espagne, notamment? Alors, les diapositives passent pas du tout comme c'est prévu, mais tant pis. L'Espagne a un système de soins qui n'est pas organisé comme le système de soins français, avec finalement les grandes régions, un système, et pour des raisons aussi géographiques, qui est très centralisé sur quelques établissements, alors qu'on a quand même, nous, au-delà des CHU, un grand nombre d'établissements hospitaliers qui peuvent concourir à ces activités et qui désirent surtout participer à ces activités. L'Espagne finance peu publiquement la recherche, et donc ça facilite l'attrait pour des recherches qui sont financées par d'autres acteurs, qui viennent en partie compenser le déficit de financement public sur la recherche. Et puis, il faut pas se leurrer, il y a aussi des systèmes d'incitation beaucoup plus directs qui ont été mis en place et qui incitent finalement les investigateurs et les équipes investigatrices au sens large à participer à ces recherches. Alors en France, vous allez me dire l'administration. On n'a pas gardé dans la table ronde toute la partie réglementaire de la question. Donc on laisse le réglementaire de côté, même si des solutions commencent à apparaître, on pourra en discuter tout à l'heure. On a quand même en France un système qui est très favorable pour l'accès aux nouveaux médicaments, avec l'accès précoce, tel qu'il est développé de longue date, même s'il a été renommé et réorganisé de manière un peu différente récemment. Mais beaucoup de pays, notamment européens, nous envient ce système qui peut être par certains côtés un frein à aller vers de nouveaux essais. Et puis après, oui, il y a l'administration, les lenteurs. Mais surtout au niveau des centres, parfois la surestimation des capacités réelles de recrutement. On a tous un collègue qui dit « moi, je vous en fais 50 », alors qu'il peut en faire 2. Et puis, cela conduit à ouvrir des essais qui, in fine, sont ouverts sans inclusion. Et finalement, tout le monde travaille beaucoup pour rien. Alors, comment on peut faire? On a examiné 4 axes, et je vais les énumérer les uns après les autres et donner quelques recommandations au sujet de chacun. D'abord, il faut aller chercher le patient. Mais pour aller chercher le patient, il faut probablement avant tout améliorer les processus ou les procédures et notamment les circuits d'adressage. On a parfois des systèmes qui fonctionnent en circuit clos, voire qui fonctionnent pour certains autres en silo. Ça facilite pas forcément l'inclusion d'un patient qui a un profil particulier dans un essai qui, lui, n'est fait qu'au CHU, par exemple. Ça nécessite a priori d'impliquer plus
ou d'impliquer tout court, certains me diront, les médecins libéraux, en particulier les médecins généralistes. Mais pour ça, il faut qu'ils soient acculturés à l'activité de recherche. Il faut aussi peut-être qu'ils soient soutenus par des personnels d'aide à l'investigation, comme on peut en avoir dans un bon nombre de services hospitaliers. Alors aujourd'hui, apparaissent un certain nombre de structures qui pourraient être finalement le support de telles activités, comme les maisons de santé professionnelles, les maisons surtout de santé universitaire, puisqu'il y a une valence avec quelques collègues médecins qui ont une valence universitaire à faire valoir par ailleurs. Et puis, on a en France, sous l'égide de différents canaux, de nombreux réseaux d'investigation qui pourraient inclure peut-être un peu plus des médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Alors, ça va être redondant par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais il faut aussi impliquer la population, parce que inclure un patient dans un essai, c'est pas seulement la rencontre entre un investigateur et un patient, c'est aussi un patient qui comprend et qui va consentir à participer. Mais pour ça, il faut que la population ait un minimum de formation scientifique pour comprendre les enjeux d'un essai. Comment est fait un essai? Pourquoi on fait du comparatif? Pourquoi il y aura éventuellement un placebo? Pourquoi le patient et même son médecin ne savent pas quelle est la nature du traitement qui est donné? Tout ça, ça doit être expliqué. L'expliquer au moment de l'inclusion, c'est nécessaire. Mais si on part de zéro, ça peut être très long et ça vient finalement obérer l'explication proprement dite de l'essai en cours. Et puis, il y a certainement des soutiens financiers à penser différemment. J'y reviendrai ultérieurement. Alors, aller chercher le patient, il y en a qui prennent ça au pied de la lettre, évidemment. Les collègues de Rennes ont un camion, le CHU et le CIC de Rennes ont un camion qui va potentiellement faire de l'investigation clinique au plus près du patient, sur la place du village d'une petite ville bretonne à droite ou à gauche. À Paris, il y a aussi une unité mobile qui peut aller faire de l'investigation à domicile. Et puis, de manière beaucoup plus large, se sont développés ces dernières années ce qu'on appelle les essais décentralisés. Alors, on décentralise pas forcément tout. Ça va de la décentralisation du consentement, avec les e-consentements qui commencent à apparaître, à la décentralisation de la distribution éventuellement des médicaments, mais là, il y a des freins réglementaires, notamment en France, à la décentralisation de certaines investigations, que ce soit des mesures biologiques ou d'autres examens. Alors, c'est séduisant, certes. Les expériences qui ont pu être menées un peu partout ne sont pas toutes concluantes, donc il faut prendre ça aussi avec un peu de distance. Mais clairement, en France, il existe encore quelques freins réglementaires qui empêchent, du fait de la dénomination du statut d'investigateur, du fait des éléments relatifs à la distribution des médicaments expérimentaux dans les essais, et jusqu'à la téléconsultation pour la recherche ou le e-consentement à distance, un certain nombre de freins persistent. Alors, aller chercher le patient, c'est mieux organiser aussi le territoire, étendre sur un territoire le recrutement. Alors, il y a plusieurs réseaux qui fonctionnent assez bien. Bon, je peux vous citer un réseau que je connais en région Hauts-de-France, qui est le réseau Stark, qui déploie des ARC investigation, des tech investigations au plus près des services de l'ensemble des hôpitaux de la région. Voilà, c'est financé par le GIRC. Il y a un réseau similaire en Bretagne. Il y a des groupements de recherche clinique qui s'organisent en inter-établissements pour optimiser l'ouverture des essais. À la PHP, il y a ce qu'on appelle le One APHP, c'est-à-dire que le promoteur académique ou notamment industriel ouvre un centre APHP et plusieurs services de l'ensemble de la PHP contribuent au recrutement pour l'essai, au lieu d'ouvrir 10 centres correspondant à 10 services. Alors bien sûr, vous me dites, mais qui est le PI? Eh bien, ça peut être des PI tournant essai après essai, avec la mise en place d'une charte pour définir au fil de l'eau qui prend pour un essai donné la responsabilité. Et puis il y a les réseaux organisés tant au niveau interrégional qu'au niveau national, sous l'égide par exemple d'EFCRIN. Là aussi, des réseaux thématisés qui sont aujourd'hui très bien organisés, qui restent peut-être insuffisamment visibles, notamment des acteurs industriels. Et là, il y a certainement de la concertation, de la formation à réaliser sur ces sujets. Alors,
après être allé chercher le patient, il faut aussi des centres qui soient bien organisés pour optimiser la réalisation des essais. Désolé là encore pour la diapo. Hein. La mienne, celle que j'ai envoyée, était très très belle. Il y a un outil qui marche assez bien, que vous connaissez peut-être, qui sont les clips. C'est d'ailleurs ce qui permet probablement de faire en sorte que l'investigation clinique sur le cancer française reste très visible à l'international, puisque ces structures accueillent des essais de phase précoce en oncologie sur des centres qui ont une partie, voire la totalité de leur activité dédiée à cela, qui sont hyper organisés, y compris sur l'amont avec le maillage et l'adressage des patients, et très bien organisés en interne pour essayer d'accélérer un certain nombre de délais qui sont parfois des freins en interne. Alors on voit apparaître aussi, et probablement qu'il y aura une grande bascule dans les mois ou les années qui viennent, le développement d'outils de screening basés sur des outils d'IA. Moi, il n'y a pas une semaine au CHU de Lille où on n'est pas sollicité par un acteur qui désirerait implanter son outil d'IA sur le DS du CHU pour faire du screening pour les essais cliniques. Voilà, il y en a plein là sur le marché aujourd'hui. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, parce que autant les critères d'inclusion, d'exclusion des essais sont clairs, mais si le critère c'est alcoolisme ou absence d'alcoolisme, dans les courriers médicaux qui vont être triés par l'IA, le terme alcoolisme, c'est rare que vous le voyez. Vous voyez intoxication énolique, intoxication mixte parce qu'il y a le tabac aussi, consommation excessive, mais l'excessif, ça veut dire que c'est vraiment excessif, etc. Et donc, même ces outils d'IA et les algorithmes doivent être entraînés sur une grande diversité de vocabulaire pour pouvoir être très opérants. Il y a les plateaux techniques. Dans les plateaux techniques, il y a un plateau qui est majeur. Alors, je le dis d'autant plus que sur mon établissement, c'est parfois un problème aussi majeur. C'est la PUI et le secteur essai clinique des PUI. Et donc, il faut que les établissements hospitaliers, les CHU notamment, réussissent à organiser un secteur essai clinique à la PUI qui soit très, très, très opérationnel et réactif. Je vois quelques hochements de tête au fond de la salle. Oui, vous savez très bien de quoi je parlais et malheureusement, ça ne s'arrange pas parfois. Des ressources en nombre suffisante, une activité priorisée, parce que parfois c'est la variable d'ajustement de l'activité de la PUI, les essais cliniques, et ça, c'est pas possible. Et puis, peut-être pour améliorer la visibilité, eh bien, faciliter universitarisation des collègues porteurs de ces unités, ça peut être un moyen de rendre plus visible cette activité. Et puis, les processus administratifs en interne des établissements. Certes, le contrat unique a contraint beaucoup, mais les 15 jours pour les centres investigateurs, dans la réalité, c'est pas vraiment 15 jours. Hein. Vous avez les chiffres comme moi. Et l'ambition de faire une première inclusion après, au 120e jour du dépôt d'un dossier aux autorités, on en est encore très, très loin, mais probablement que si tout le monde s'y met un petit peu, on pourra y arriver. Alors, c'est aussi sans doute améliorer ou mieux former au métier de la recherche clinique ou mieux organiser certaines activités. Alors, le pré-screening, j'en ai déjà parlé. Il y a probablement un processus qui doit être amélioré dans beaucoup d'endroits, c'est l'optimisation de la faisabilité organisationnelle. Alors, d'un côté, vous avez les industriels qui nous envoient 25 pages de faisabilité, auxquelles on répond souvent gentiment, et à la fin, l'essai ne se fait pas pour 15 000 raisons, y compris de stratégie purement politico-commerciale. Mais de l'autre côté, en interne, dans ces documents de faisabilité, on va assez facilement, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, assez facilement surestimer les capacités du centre, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue accès aux patients. Hein, le collègue qui dit « moi j'en ai 20 et in fine, si on en recrute un, on est content ». Autant dire j'en ai 2, mais je vais vraiment les inclure. Voilà. Et je pense que l'industriel, ou en tout cas le promoteur externe qui vient faire un essai, s'il est certain d'avoir les 2 ou 3 patients avec le bon niveau
de suivi et les données qui sont partagées dans les meilleures conditions et qui sont exhaustives, eh bien, ce sera préférable que d'ouvrir un essai où il y aura zéro inclusion. La formation reste un enjeu majeur, tant sur les aspects d'accès à l'innovation que représente la recherche clinique, sur les aspects socio-économiques, sur l'impact sur le soin, dans les services, sur la nécessité de prioriser en fait les activités, y compris prioriser les essais les uns par rapport aux autres. Et comme je le dis souvent aux collègues cliniciens qui commencent à mettre un pied dans la recherche clinique, le but, c'est que la recherche clinique et l'investigation clinique dans un service, notamment hospitalier, le but à terme, c'est que ça devienne l'un des soins comme les autres. C'est-à-dire, c'est une opportunité de soins comme les soins qui sont déjà reconnus sur le marché et que pour chaque patient, il faut à un moment donné, peut-être, en tout cas dans les disciplines où il y a une activité et une demande importante, eh bien, se poser la question de la pertinence de la participation à un essai. Il y a des services où il y a zéro essai et zéro inclusion, alors qu'il y a du potentiel. Et puis moi, je connais un service sur le CHU où, vous imaginez dans quelle discipline, sur une période donnée, en tout cas sur le long terme, un patient sur deux est inclus dans un essai. Voilà. Un patient sur deux. Bon, c'est l'onco-hématologie. Vous comprenez qu'il y a une activité qui est très évolutive en termes de recherche, qui est très évolutive aussi malheureusement en termes de pathologie. En onco-hématologie, au CHU de Lille, il y a un patient sur deux, globalement, qui est dans un essai. Voilà. Et donc, lorsqu'on considère l'essai comme un soin, comme un autre, enfin particulier évidemment, mais c'est une option supplémentaire pour faciliter les recrutements. Alors, pour la formation des professionnels, tous doivent être acculturés à la recherche clinique, les médecins évidemment, mais aussi tous les personnels paramédicaux, les personnels pharmaceutiques, mais aussi les administratifs. Je suis intervenu il y a quelques semaines dans un séminaire recherche délivré aux élèves de l'EHESP qui sont les futurs directeurs d'hôpitaux. Je pense qu'il est nécessaire d'acculturer les futurs directeurs d'hôpitaux, voire certains directeurs d'hôpitaux en place, sur l'intérêt majeur de l'investigation clinique et des essais cliniques dans les établissements. Pour nos jeunes collègues, au-delà d'intervenir sur différents cursus, je pense que, notamment pour les médecins, il faudrait que toutes les maquettes de DES incluent un semestre dans un service ou une structure qui a une forte activité de recherche clinique. Voilà, pour qu'ils soient confrontés directement, pas de loin, à cette activité et qu'ils puissent s'en faire le relais. Donc finalement, il y a beaucoup de leviers d'action qui sont disponibles et qui sont potentiellement, dont on peut potentiellement les mettre en place à très court terme. C'est vraiment une question de volonté et d'organisation parfois locale. Quelques recommandations à prioriser. L'acculturation à la recherche pour tous, dès le plus jeune âge. Donc, ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Bon, bien entendu, réduire, simplifier les processus réglementaires, c'est un vœu pieux. On verra ce que donne le fast track à NSM, mais le fast track à NSM, c'est un tout petit bout. Hein. C'est peu d'essais, c'est que des essais précoces, que des essais sur le territoire français. Donc, on est vraiment sur un tout petit bout de rien du tout. Par contre, un gros travail dans les établissements d'améliorer les processus de mise en œuvre des essais, d'améliorer l'adressage et d'avoir finalement des filières d'adressage optimisées à l'échelon des territoires et qui vont jusqu'aux médecins traitants, aux médecins généralistes. Il faut balayer aussi devant la porte des structures d'investigation. Il faut optimiser le fonctionnement de ces structures, notamment apprendre à prioriser. Voilà. C'est pas la peine de prendre 3 essais concurrents pour n'inclure que dans un seul. Il faut aussi choisir. Choisir, c'est renoncer parfois. Et puis, j'ai peu parlé de la valorisation financière. Bah oui, on peut remettre sur le tapis, même si c'est pas très politiquement correct, les incitations financières, y compris directes. Alors, un peu peut-être pour les investigateurs, mais aussi pour les autres personnels.
puisque les personnels d'aide à l'investigation, ce sont eux qui vont regarder les dossiers, ce sont eux qui vont vérifier les critères, qui vont à droite à gauche organiser la prise en charge des patients. Donc il y a des objectifs clairs, notamment la première inclusion dans les 120 jours, qui reste un challenge collectif majeur. Voilà. Merci à tous. Merci surtout aux membres de la table ronde.